Il était le seul champion de boxe à avoir un palmarès parfait. Invaincu, inarrêtable, et craint pour sa volonté de faire et sa puissance foudroyante. Le nouveau champion du monde des poids lourds, Rocky Marciano. Mais à la veille de son 46e anniversaire, Rocky Marciano monta à bord d'un petit avion privé et n'en ressortit jamais vivant. Les autorités qualifièrent cela d'accident. Mais derrière le crash, il y avait des liens avec la mafia, de l'argent disparu et un pilote qui n'avait pas de licence pour voler. Était-ce vraiment juste un coup de malchance ou quelqu'un cherchait-il à faire taire une légende? Décomposons tout cela. Dès son plus jeune âge, Rocky Marciano avait une obsession, l'argent. Même lorsque sa fortune grandissait, et elle grandissait énormément, il détestait dépenser $1. Il était notoirement avare et allait jusqu'à des extrêmes surprenants, parcourant le pays de long en large, juste pour gagner quelques dollars de plus. Il était déjà riche, mais vivait comme s'il ne l'était pas. Et cette obsession ne s'est pas estompée après la boxe. Au contraire, elle s'est aggravée. La vie de Marciano, après sa retraite, devint un mélange étrange de paranoïa, de combines et de comportements erratiques. Il courait après l'argent, l'amassait, le cachait, et certains disent que c'est cette dévotion acharnée à l'argent qui, en fin de compte, l'a conduit à sa mort. Mais pour comprendre pourquoi Marciano était ainsi, pourquoi il était si obsédé par la richesse, et pourquoi il craignait de la perdre, il faut remonter le temps. Car cette histoire commence bien avant la gloire et les knockouts. Né Rocco Francis Marciano en 1923, il était le fils d'immigrants italiens qui avaient déménagé aux États-Unis en quête du rêve américain. Mais ce rêve ne s'est jamais réalisé. Au lieu de cela, Marciano et ses 5 frères et sœurs grandirent dans une pauvreté écrasante, dans le sud de Brockton, Massachusetts. Son père, Porino, travaillait dans une usine de chaussures, s'épuisant jour après jour, trempé de sueur, pour un salaire dérisoire en retour. Le jeune Rocco lui apportait son déjeuner au travail. Et ce qu'il voyait là-bas ne le quitta jamais. La chaleur, le bruit, le désespoir. Il jura qu'il ne finirait jamais ainsi, qu'il ne se contenterait jamais de miettes et ne travaillerait jamais dans une usine. Ce fut le moment où il se détermina à échapper à la vie qui semblait lui être destinée. Il développa une volonté de faire pour réussir, une volonté qui lui permit finalement de devenir l'un des boxeurs poids lourds les plus célèbres de tous les temps, malgré ses désavantages physiques évidents, comme son poids insuffisant. Mais la boxe n'était pas son premier amour. Initialement, il était déterminé à percer en tant que joueur de baseball et passait des heures à frapper des balles, poursuivant un rêve qui ne se concrétisa jamais. Pourtant, même à cette époque, les graines de quelque chose de plus grand étaient en train d'être semées. À peu près à la même période, il installa une salle de sport improvisée, avec des poids faits maison et un sac de frappe suspendu à une poutre. Il ne le savait pas encore, mais la boxe, et non le baseball, deviendrait son ticket pour la gloire et la richesse. Malgré son vœu de ne pas suivre les traces de son père dans l'usine, la vie avait d'autres plans. Marciano finit par occuper plusieurs emplois subalternes pour joindre les deux bouts, y compris, ironiquement, la fabrication de chaussures. Mais avec la Seconde Guerre mondiale en pleine d'effervescence, il fut enrôlé et envoyé en Europe avec l'armée américaine. C'est là que la boxe entra vraiment dans sa vie. Au début, c'était juste un moyen d'échapper aux corvées de cuisine. Mais une fois qu'il monta sur le ring, quelque chose se déclencha. Il avait une puissance naturelle, une robustesse brute et un instinct de bagarreur, et il finit par représenter l'armée en tant que boxeur, remportant même un tournoi en 1946. Marciano prendrait sa retraite avec l'un des palmarès les plus emblématiques de l'histoire de la boxe. Invaincu, intouchable. Messieurs, je voudrais annoncer ma retraite de la boxe à ce moment. Mais, au début,
rien chez lui ne laissait présager qu'il pourrait même réussir en tant que professionnel, encore moins devenir un futur champion. Son palmarès, plutôt modeste chez les amateurs, était de 8 victoires et 4 défaites, difficilement le profil d'une légende. Il fit ses débuts professionnels en 1947, puis retourna chez les amateurs avant de s'engager à plein temps l'année suivante. Et quand il le fit, personne ne croyait en lui. Pour la plupart, il n'était qu'un autre gamin italien de petite taille, essayant de boxer au-dessus de son poids, littéralement. Mesurant à peine 1,78 m, il était petit pour un poids lourd. Et malgré sa puissance brute, il était loin d'être impressionnant. Il était maladroit, sauvage et totalement dépourvu de raffinement. Son jeu de jambes était désespérant. On le voyait souvent frapper dans le vide, perdre l'équilibre et parfois presque tomber à travers les cordes. Marciano n'était pas un grand buveur, mais dans ses premiers jours, il se battait plus comme un ivrogne dans un bar que comme un futur grand champion. Bien sûr, c'était probablement amusant à regarder si tout ce qui vous intéressait était de voir une bagarre qui se terminait avec quelqu'un inconscient sur le sol. Mais si vous cherchiez la science douce de la boxe, Marciano n'était pas celui-là. Une chose est sûre, cependant, il n'était pas du genre à reculer devant quoi que ce soit. Ce qu'il manquait en taille, en allonge et en technique, il le compensait par quelque chose de bien plus difficile à enseigner. Une ténacité implacable et une volonté inébranlable de gagner. Sa détermination ne se manifestait pas seulement pendant ses combats, car il s'entraînait comme une bête absolue. Alors que la plupart des boxeurs se préparaient avec 100 rounds de sparring, lui se poussait parfois jusqu'à 250. Apparemment, il entraînait même les muscles de ses yeux en fixant le pendule d'une horloge. Personne n'est tout à fait sûr de l'avantage qu'il pensait que cela lui donnerait. Mais cela en dit long sur son désir de ne laisser aucune pierre non retournée. Il ferait n'importe quoi pour être mieux préparé que l'homme en face de lui. Et il ne faisait pas de mal qu'il ait une autre arme, une puissance de knockout effrayante, à couper le souffle. Quand Marciano frappait juste, la plupart des gens ne se relevaient pas. Il s'appuya sur cela tôt dans sa carrière. Puissance et pression. Cette combinaison s'avéra plus que suffisante pour la plupart des adversaires de bas étage qu'il affronta. Ses 16 premiers combats se terminèrent par des victoires par knockout, la majorité d'entre eux en un seul round. Ce gars était une machine à vapeur. Ce genre de brutalité brute pouvait suffire pour les adversaires des échelons inférieurs de la boxe. Mais s'il voulait s'élever au-delà des combattants de seconde zone et des prétendants marginaux, Marciano devrait évoluer ou risquer de devenir juste un autre bagarreur qui s'éteindrait avant d'atteindre le sommet. Pour enrichir son jeu, son manager, Al Weil, fit appel à Charlie Goldman, un entraîneur chevronné, connu pour transformer les bagarreurs bruts en vrais combattants. Avec Goldman dans son coin, Marciano commença à ajouter un peu plus de finesse à sa boxe, au-delà de simplement frapper sauvagement à la recherche d'un knockout. Ce n'était pas joli, mais c'était un peu plus intelligent, un peu plus précis, un peu plus dangereux. Cela ne l'empêcha pas de continuer à assommer les gens. Bien que Don Mogard devint le premier homme à aller jusqu'au bout des rounds prévus avec lui lors de son 17e combat, les victoires au point restaient rares avec Marciano. Quand il montait sur le ring, on n'attendait pas une cloche, on attendait une civière. Et parfois, c'est exactement ce qu'on obtenait. Prenez son brutal knockout au 6e round contre Carmine Vengo, un espoir prometteur avec un avenir brillant. Après le combat, Vengo fut transporté directement à l'hôpital à 2 pâtés de maison sur une civière, car aucune ambulance n'était disponible pour le récupérer. Incroyable à l'ère moderne, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, Vengo n'avait qu'une chance sur 2 de survivre. Et avec un Marciano secoué vu en train de prier dans le couloir de l'hôpital, un prêtre fut appelé pour administrer les derniers sacrements. Heureusement,
et presque miraculeusement, Vingo s'en sortit après une chirurgie cérébrale d'urgence. Il finit par se rétablir, mais il ne boxa plus jamais. Marciano ne remonta pas sur le ring avant de savoir que Vingo allait vivre. Ce fut l'un des rares moments de sa carrière où la violence de la boxe le toucha de trop près. Mais quand il revint, la controverse le suivit. Son combat suivant fut l'un des plus débattus et celui que les observateurs critiques pointent du doigt lorsqu'ils remettent en question son héritage. Son prochain adversaire, Roland Lasta, fut son premier vrai test. Un combattant classé avec les compétences pour le pousser dans ses retranchements. Et il le poussa effectivement. Le combat alla jusqu'au bout, et lorsque les scores furent annoncés, le verdict était extrêmement serré. Un juge donna la victoire à Marciano, un autre à Lestarza. Le troisième jugea le combat nul. Selon les règles en place, en cas d'égalité, l'arbitre choisissait le vainqueur. Il choisit Marciano. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Beaucoup pensaient que Lestarza avait fait assez pour gagner. Et certains disent que cette nuit-là fut la plus proche où Marciano ait jamais été de perdre son légendaire record d'invincibilité. Appel serré ou vol discret, cela dépend à qui vous posez la question. Pourtant, Marciano continua à grimper les échelons, assommant la plupart de ceux qui se dressaient sur son chemin. L'une de ses victoires les plus notables fut contre l'ancien champion du monde et légende Joe Louis, qu'il envoya à travers les cordes et à la retraite au 8e round. Une fin brutale pour une légende et un signal qu'une nouvelle force était arrivée. Quelque part en chemin, il avait raccourci son nom de Marciano à Marciano pour que les annonceurs puissent le prononcer. Mais au moment où il assommait des noms comme Joe Louis, les gens n'avaient pas plus besoin d'aide pour le dire. Ils savaient déjà qui était Rocky Marciano. Et quand on lui donna sa chance pour le titre mondial contre Jersey Joe Walcott, ce qui se passa ensuite le transforma d'étoile montante en légende. Jersey Joe Walcott était tout ce que Marciano n'était pas. Poli, expérimenté et confiant. Il mit Rocky à terre dès le premier round et commença à prendre l'avantage sur les cartes de pointage. Pour tous ceux qui regardaient, il semblait que le combat allait être une défense de routine pour le champion. Mais ensuite, Marciano produisit un seul coup qui changea l'histoire de la boxe. Au 13e round, avec Walcott largement en tête sur les cartes et n'ayant besoin que d'entendre la cloche finale pour conserver sa couronne de poids lourd, Marciano lança un crochet droit foudroyant à la mâchoire de Walcott qui le laissa affaler sur les cordes, inconscient. Il ne bougea pas pendant tout le compte. Il ne bougea pas non plus après. Ce fut l'un des knockouts les plus stupéfiants dans un combat pour le titre mondial jamais vu. Une fois de plus, la pure force de volonté de Marciano l'avait sauvé. Il n'avait pas surpassé le champion en boxe. Il n'avait pas gagné au point. Il avait simplement refusé de perdre. Avec ce seul coup, Rocky Marciano devint champion du monde des poids lourds. C'était son 43e combat professionnel, et il n'avait pas fini. Lors du match retour, il balaya Walcott en moins d'un round. Puis vint Lestarza à nouveau, cette fois battu plus convaincant par knockout technique au 11e round. Ensuite, il affronta Ezzard Charles, allant 15 rounds difficiles pour gagner par décision. Le seul homme à être allé jusqu'au bout avec Marciano. Il l'assomma de manière concluante lors du match retour et assomma ses deux adversaires suivants également. Il défendit son titre 6 fois, chaque challenger mit knockout. Puis, au sommet, il s'éloigna. 49 victoires, 0 défaites, et pas moins de 43 de ses victoires par knockout. Le seul champion, poids lourd de l'histoire, à prendre sa retraite invaincu. Et son ratio de knockout de près de 88% était le plus élevé de tous ceux qui ont porté la couronne des poids lourds. Le gamin italien de Brockton l'avait fait. Rocky Marciano prit sa retraite invaincu, riche et célèbre, tout ce dont il avait toujours rêvé.
Mais une fois les gants enlevés, les choses devinrent plus troubles. Son image dans le ring était impeccable. Sa vie en dehors, pas tellement. Et finalement, cette vie le mènerait sur le chemin de sa mort tragique et suspecte. Dans quelle mesure ou de quelle manière directe c'est sujet à débat, mais ne vous y trompez pas, les graines étaient déjà là. Marciano avait toujours aimé l'argent. Gratuit était son deuxième prénom. Même quand il avait des millions, il courait encore après les dollars comme s'il était fauché. Et quand il s'éloigna de la boxe, cette obsession ne ralentit pas. Elle s'accéléra. Il se transforma de champion en hustler, plongeant dans le monde des affaires en coulisses et de l'argent non traçable. Il ne faisait pas confiance aux banques. Il se faisait confiance à lui-même. Ce genre de système pourrait fonctionner pour un génie avec une mémoire infaillible. Mais Rocky n'était pas exactement un génie. Il prêtait de l'argent partout aux États-Unis et oubliait qui lui devait quoi. Il était probable qu'il ait perdu une fortune de cette manière. L'argent disparaissait tout simplement, tout comme les gens qui l'avaient emprunté. Et pourtant, il continuait à courir après le prochain dollar. Une autre source de revenus pour le Marciano Postbox était le circuit des dîners, apparaissant à des conférences pour quelques centaines de dollars seulement. Ce n'était pas une question de montant, c'était une question de combine. Mais ces apparitions venaient avec des conditions étranges. Et les détails mettent en lumière un côté plus sordide de son caractère. Il s'attendait à ce que tout soit pris en charge pour lui, et malgré sa richesse, il refusait de payer quoi que ce soit. Et puis, il y avait l'autre exigence. Selon plusieurs sources, il s'attendait à ce qu'une fille l'attende après, et il faisait un point d'honneur à ne jamais coucher avec la même 2 fois. Cela faisait partie de ses honoraires. Oh, et au cas où vous n'auriez pas encore compris, Marciano insistait pour être payé en liquide, uniquement en liquide. Dans un cas, lorsqu'un organisateur d'événements ne pouvait pas payer en liquide, Rocky accepta la moitié de ce qu'on lui devait juste pour éviter de prendre un chèque. Pour lui, l'argent liquide était de l'argent réel. Les chèques ne signifiaient rien pour lui. Seuls les billets bien concrets comptaient. Et il y avait une autre raison prévisible à cette obsession pour le liquide: les impôts. Marciano avait une aversion presque pathologique à les payer. Et exiger son paiement en liquide l'aidait à garder les mains du fisc loin de son argent. Bien sûr, ce genre de comportement n'était pas juste excentrique, il était louche. Les affaires de Marciano après la boxe étaient au mieux douteuses et au pire carrément illégales. Et des activités comme celle-ci ont tendance à attirer un certain public. Ce n'était pas le champion au profil propre du ring. C'était un homme courant après l'argent, les faveurs et les plaisirs, selon ses propres termes dans son propre monde. Un monde qui devenait de plus en plus sombre d'année en année. Marciano avait peut-être quitté la boxe, mais les projecteurs le suivaient. Et la mafia aussi. Même avant qu'il ne prenne sa retraite, les figures du milieu avaient commencé à s'intéresser à lui. En tant que succès italo-américain, il devint rapidement le chouchou de la mafia. Pour eux, Rocky Marciano n'était pas seulement un combattant, il était un trophée. Ils désiraient sa compagnie et étaient impatients d'être associés à lui. Et Marciano aimait l'attention et la notoriété que ses connexions avec la mafia lui procuraient. Vivre la grande vie sans débourser un centime. C'était exactement son genre de marché. Il se retrouva bientôt à côtoyer de gros joueurs dans les cercles mafieux. Mais l'ampleur réelle de ses liens avec la mafia et leur relation avec son empire commercial reste floue. Il est facile d'imaginer Marciano comme une sorte d'homme d'affaires trouble avec un réseau de connexions criminelles, et ses doigts dans toutes sortes d'affaires douteuses. Mais beaucoup d'initiés dressent un tableau différent. La vérité était que les patrons de la mafia voyaient probablement Marciano comme plutôt simple, un personnage naïf qui avait plus besoin de protection qu'autre chose. Les patrons l'aimaient. Ils veillaient sur lui et donnaient des ordres stricts.
ne laissez pas Rocky se salir les mains. Les mafieux de rang inférieur avaient pour instruction de ne pas le laisser s'impliquer dans quoi que ce soit, car les patrons voulaient protéger son image impeccable. À leurs yeux, avoir un champion poids lourd italien avec une réputation saine reflétait bien sur tous les Italiens, et ils voulaient ça que cela reste ainsi. Et pour être juste, Rocky semblait vouloir la même chose. Du moins, en ce qui concerne la boxe. Il n'était pas intéressé à truquer des combats ou à manipuler des résultats. Selon une histoire, il eut une fois l'occasion de truquer un combat pour une somme énorme. Mais quand l'offre fut faite, Marciano se mit en colère et jeta l'homme dehors, lui disant qu'il avait honte que le mafieux soit italien. Il est clair que lorsqu'il s'agissait du ring, il traçait une ligne. Mais en dehors, cette ligne devenait de plus en plus floue au fil des ans. C'est après la boxe que Marciano fit vraiment fortune. Et il semble qu'il était moins méticuleux dans ses affaires en tant qu'homme d'affaires qu'il ne l'était en tant que combattant. Les gens qui le connaissaient disaient la même chose. Il cherchait toujours la prochaine grande opportunité, tombait dans de mauvaises idées et perdait sans cesse son argent dans des combines douteuses. Il n'investissait pas, il jouait, mais sans connaître les probabilités. Une fois, il se fit escroquer en achetant un terrain marécageux en Floride. Une autre fois, il faillit donner de l'argent à un type vendant un soi-disant remède nouvellement découvert contre l'arthrite. Il était sincèrement enthousiaste à l'idée de cette affaire jusqu'à ce qu'un ami intervienne et le dissuade à temps. Mais il gagnait quand même de l'argent, beaucoup d'argent. Et pourtant, il refusait de payer pour quoi que ce soit, sauf si c'était absolument nécessaire. Il s'énervait même pour la perte d'une simple pièce. Et une fois, quand un téléphone public ne lui rendit pas la pièce de 10 cents qu'il venait d'insérer, il s'attaqua à toute une rangée d'appareils pour récupérer son argent. Il utilisait également sa célébrité pour obtenir des vols gratuits à travers le pays pour ses activités de prêt d'argent. Mais tous les avions dans lesquels il voyageait ne lui offraient pas le genre de luxe qu'on attendrait d'un ancien champion poids lourd, ni les niveaux de sécurité d'ailleurs. Une fois, il voyagea à l'arrière d'un avion cargo. En plein vol, une fenêtre explosa et l'avion plongea. Marciano et sa jeune fille étaient tous deux à bord, et d'une manière ou d'une autre, ils s'en sortirent indemnes. Cela aurait dû servir d'avertissement. Cela aurait dû le changer, mais ce ne fut pas le cas. Même après avoir regardé la mort en face, il choisissait encore le risque si cela signifiait gratuit. Et un jour, ce choix le rattrapa enfin. Parce que lorsque Rocky Marciano monta à bord d'un avion à la veille de son 46e anniversaire, il n'en descendit jamais. Voici ce que nous savons. Le 31 août 1969, la veille de son 46e anniversaire, Marciano monta à bord d'un petit avion privé en direction de Chicago à Des Moines. Il était en route pour rentrer chez lui, célébrer son anniversaire avec sa famille. Mais on lui avait offert l'opportunité de gagner rapidement de l'argent grâce à une apparition à un dîner pour l'un de ses connaissances mafieuses. Et étant ce qu'il était, il ne pouvait pas résister à faire un arrêt avant de rentrer chez lui. Classique Marciano. Mais cette fois, le pari lui coûta tout. L'avion n'arriva jamais à destination. En essayant d'atterrir sur un petit aérodrome à Newton, Iowa, il heurta un arbre et s'écrasa. Marciano, le pilote et l'autre passager furent tués sur le coup. Un accident tragique, peut-être. Mais creusez un peu plus, et l'histoire commence à se dénouer. Considérons les faits. Le pilote qui volait cette nuit-là était totalement inqualifié. Seulement 231 heures de vol au total, dont seulement 35 enregistrées de nuit. Qui met une icône nationale entre les mains d'un pilote novice dans l'obscurité. Ensuite, il y avait la météo. Des orages étaient prévus dans l'Iowa. Tout le monde savait dans quoi il s'engageait. Alors, pourquoi n'ont-ils pas annulé le vol?
Nous avons vu comment était Marciano. Peut-être a-t-il simplement insisté pour que le vol décolle, en raison de sa nature téméraire. Peut-être ne pouvait-il tout simplement pas supporter de manquer l'argent. Mais personne n'est sûr. Pourquoi tout a-t-il été organisé à la dernière minute? Pourquoi une figure aussi en vue volait-elle dans des conditions aussi négligées et dangereuses? Et qui exactement a organisé ce voyage? C'était Rocky Marciano après tout, et il était une grosse pointure. Parce que lorsque vous commencez à poser ces questions, vous réalisez que quelque chose dans sa mort ne semble pas juste. Quelque chose sent mauvais. Également à bord de cet avion se trouvait Frankie Frel, 28 ans, le fils du mafieux connu Lou Frel et neveu d'un autre, l'infâme Frankie One Ear Fatto. C'était Frankie qui avait organisé le voyage et celui qui emmenait Marciano à Des Moines pour une apparition à une agence d'assurance qu'il ouvrait. Une autre connexion d'affaires louche, un autre nom affilié à la mafia jusqu'à la toute fin. Maintenant, évidemment, Frel n'a pas planifié le crash parce qu'il est en morgue aussi. Mais quelqu'un aurait-il saisi l'opportunité de se débarrasser des deux hommes à la fois? Aucune preuve tangible n'a jamais émergé pour suggérer que c'était autre chose qu'un accident, mais il ne manque pas de rumeurs et de théories du complot. Certains pointent du doigt le fait étrange du manque d'expérience du pilote. Il n'était même pas qualifié pour piloter l'avion dans lequel il se trouvait. Il y a aussi des rumeurs discrètes, selon lesquelles Marciano s'était retrouvé en difficulté avec la mafia. Et pour une raison quelconque, après sa mort, ses connexions avec la mafia n'ont jamais été pleinement enquêtées. Certains disent que Rocky s'était mis dans le pétrin avec les mauvaises personnes. Était-il endetté et était-ce une vengeance? D'autres murmurent à propos d'une fraude à l'assurance, ou peut-être qu'il en savait trop, et c'est ainsi qu'ils l'ont fait taire. Alors, était-ce vraiment un accident bizarre, ou quelque chose de bien plus calculé? La vérité est que nous ne le saurons probablement jamais, mais ce qui est certain, c'est ceci. La nuit où Rocky Marciano est mort, plus qu'un homme a été perdu. Une partie de l'âge d'or de la boxe est morte avec lui. Et ce qu'il a laissé derrière lui, ce sont des caches d'argent dissimulées, des questions sans réponse, et un record parfait de poids lourd qui reste inégalé à ce jour. Qu'en pensez-vous? Était-ce juste un malheur tragique ou quelque chose de plus sinistre? Laissez votre théorie dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons avoir de vos nouvelles, et avant de partir, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour nous soutenir dans la création de plus de contenu sur la boxe comme celui-ci. À la prochaine.